Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir. Donc, je me présente, je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Serly et dans la vie je fais pas mal de Java, de Scala et beaucoup de JavaScript depuis quelques temps. Donc voilà, pour prouver que je fais beaucoup de JavaScript, je pense que cette preuve parle d'elle-même. Donc aujourd'hui, on va parler de React. Donc en fait, cette présentation, c'est vraiment une introduction à React et puis voir ce qu'on peut faire avec cette librairie. Donc juste pour voir un petit peu qui c'est qui vient pour découvrir React. Ouais, c'est bien, super. Et qui utilise React au jour le jour, dans des vrais projets, etc. Ok, pas énormément. Ok, donc mais c'est cool. Vous n'allez pas trop vous ennuyer. Donc React, qu'est-ce que c'est? React, c'est une librairie JavaScript qui a pour but de créer des interfaces graphiques. Donc React, ça rend des vues, ça répond à des événements utilisateurs, ça capte les clics, les inputs clavier, etc., etc. Par contre, ça fait rien d'autre. Donc c'est vraiment le V de MVC, c'est que de la vue. Et c'est pas du full stack comme le serait Angular ou Ember ou autre. Il n'y a pas de client HTTP, il n'y a pas de service, il n'y a pas de module, il n'y a rien du tout. On fait juste des vues et derrière on branche ce qu'on a envie. Donc il n'y a pas de volonté de Facebook de dire les applis ça se fait comme ça en React. Donc c'est une librairie qui a été créée en 2011 pour des besoins internes chez Facebook et qui a été open sourcée en 2013. Donc depuis, la librairie est de plus en plus populaire. Elle est utilisée chez beaucoup de gros utilisateurs tels que Netflix, Coursera, etc. etc. C'est utilisé en interne. Donc la version que vous utilisez tirée depuis NPM, c'est exactement la même version qu'utilise Facebook sur ses applications. Donc Facebook l'utilise en interne, alors déjà pour l'application Facebook, donc il y a plein de petits composants dans votre mur qui sont faits en React, notamment toute la partie commentaire sur un post. Il y a toute l'appli web Instagram qui est écrite entièrement en React. Et dernièrement, on a appris que Facebook avait à peu près 20 000 composants React en production actuellement. Donc on peut se dire que c'est un truc qui est plus ou moins battle testé, ça devrait bien fonctionner. Donc, il y a deux principes de base, on va dire, en React. Le premier, c'est que c'est une librairie qui se veut déclarative. Donc, on va exprimer à quoi doit ressembler notre application, notre vue, à n'importe quel moment dans le temps. Et dès que les données en entrée de la vue changent, la vue elle est re-rendue entièrement par React et elle est potentiellement impactée dans le navigateur. Donc derrière, React fait les choses un peu bien et fait en sorte que ce soit le plus performant possible. Mais finalement, c'est quelque chose d'assez simple à appréhender. On a des données en entrée, on rend une vue, si les données changent, on rend la vue avec les nouvelles données. Bref, c'est une fonction. Donc imaginons qu'on a un petit composant qui a un bouton like, un bouton favori, donc c'est une petite étoile qu'on peut toggler. Et si on doit écrire le code pour justement faire un toggle sur le bouton, globalement, si on veut faire les choses un peu bien, on va déjà vérifier si on a un favori sur la vue courante. Et si il n'y a pas de favori, alors on enlève l'icône non favori, on remet l'icône favori, et on fait le contraire si c'est le contraire. Donc ça, c'est du code qui est plutôt bien d'un point de vue performance, c'est-à-dire qu'on ne va pas manipuler le DOM dans notre navigateur s'il n'y a pas besoin de le manipuler. Il faut savoir que manipuler le DOM, c'est quelque chose qui reste toujours assez coûteux en termes de temps. Donc c'est bien de ne pas avoir à y toucher. Sauf que du code comme ça, c'est horrible à maintenir, quoi. C'est un truc, j'ai pas envie d'écrire ça. Ça, c'est juste pour un bouton. Alors vous imaginez une grosse application, c'est n'importe quoi. Donc en React, on va plutôt écrire les choses comme ça. On va voir les vues comme des fonctions. Et ce qu'on va faire, c'est si on est en état favori, on envoie une vue de type étoile grise. Si on n'est pas en favori, on envoie une étoile blanche. Et du coup, derrière, React va se débrouiller à faire les mises à jour qui vont bien. Bon, sauf qu'en React, on écrirait plutôt les choses comme ça. Mais ça, c'est un autre problème. On va voir ça tout à l'heure. Donc, imaginons maintenant que notre composant, il est un peu plus compliqué. Donc, c'est-à-dire que quand on va marquer le favori, il va y avoir un incrément sur le texte à côté et il va changer de couleur pour dire vous avez marqué le favori.
Globalement, ce qui va se passer, c'est que React, quand il va faire sa mise à jour, il ne va pas être idiot, il ne va pas redessiner tout votre composant dans le DOM. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est coûteux en termes de temps. Donc il va utiliser une technique qui s'appelle le virtual DOM. Donc en fait, React, avant d'impacter tous les changements dans le DOM, il va juste avoir une sorte de représentation mémoire de la vue courante. Il va calculer la nouvelle vue. Il va faire un diff entre ces deux vues et il va calculer la liste du minimum de changements possibles à faire pour passer d'une vue à l'autre. Et une fois qu'il a cette liste de changements, il va batcher tout ça dans le DOM pour qu'il y ait justement le moins de changements à faire et que ça aille le plus vite possible. Donc finalement, si on a donc notre composant qui est fait comme ça, donc il y a une div avec une classe, il y a une image avec une source qui est l'étoile blanche, il y a un span avec du texte à l'intérieur, finalement, on va recalculer la vue, on sait qu'on renvoie une vue étoile grise, etc. Et quand React va avoir fait son petit algorithme de div, il va patcher tout ça, etc., finalement, ce qui va vraiment impacter dans le DOM, c'est juste un set attribute sur le source de l'image, un set attribute sur le class du span, et il va fabriquer un nouveau text node qui va appender dans le span et il va enlever l'ancien. Donc voilà comment React va se débrouiller pour faire en sorte que pour vous, ce soit très simple de penser à propos de votre vue, c'est juste une fonction, et derrière, faire en sorte que ce soit quand même performant quand ça tourne dans le navigateur. Donc ensuite, le deuxième principe de React, c'est qu'on a une approche composant. Donc avec React, on fabrique des composants, on n'a pas de notion de template textuel, etc., etc. On va utiliser une sorte de mini DSL HTML à l'intérieur de JavaScript pour pouvoir simplifier le développement de nos composants, mais voilà, c'est ce qui va se faire. Donc les composants faits avec React, on va faire en sorte qu'ils soient le plus autonomes possible, qu'ils soient réutilisables, comme ça on va pouvoir composer des plus gros composants à partir de plus petits composants, etc., etc. Donc ça c'est une approche plutôt bien, c'est ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait de l'UI. Donc, à quoi ça ressemble un composant React? Donc, j'espère que c'est assez gros pour tout le monde, parce que je vais avoir du mal à grossir le texte. De plus, la syntaxe que j'utilise, c'est ES6, donc j'espère que tout le monde est plus ou moins à l'aise avec ça. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me demander, mais a priori, je ne devrais pas aller trop loin. Donc voilà, là, j'ai un composant React qui est rendu, qui nous dit Hello Devoxx. Donc, on va créer un nouveau composant. Donc, on va l'appeler, par exemple, Hello. Donc notre composant, il est là, je récupère mon HTML, je le colle ici. Et donc je vais instancier mon composant ici, donc je vais mettre hello. Donc là, je sauvegarde, bon, a priori, il n'y a pas de changement. Donc ce que je vais faire, on va juste changer le truc. Donc voilà, mon composant est mis à jour, donc j'ai bien mon composant qui fonctionne et qui est instancié ici. Donc maintenant, ce que je peux faire, maintenant que j'ai un composant à part qui sait dire hello world, je peux faire, par exemple, plusieurs instances du même composant. Donc voilà, là j'ai mes deux instances. Donc maintenant, on va voir par exemple comment rajouter des données à l'intérieur de notre composant. Donc là, par exemple, je vais afficher le temps courant en millisecondes. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets une expression JavaScript entre des curly à l'intérieur de mon balisage. Donc ça s'appelle JSX. En fait, c'est une façon d'écrire du HTML à l'intérieur du JavaScript. Et du coup, voilà, j'ai des données dynamiques. Et puis ce qu'on va faire, on va essayer de voir comment on capte un événement utilisateur, un clic par exemple. Donc ici, je vais dire onClick. Et puis je vais mettre une fonction anonyme et je vais juste faire un force update pour juste reloader le composant. Donc maintenant, quand je clique sur mon composant, je peux, j'ai les données qui sont mises à jour. Donc voilà, ça c'est juste un composant React, c'est plutôt simple, c'est juste un React create class avec une fonction render qui retourne du JSX. Très simple. Donc ce qui est marrant avec React, c'est que tout est composant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre des composants qui n'ont pas du tout les mêmes portées métiers, enfin les mêmes fonctions métiers, et les assembler ensemble pour faire des choses bien. Donc par exemple ici, j'utilise pour faire cette présentation un framework qui s'appelle Spectacle. Donc en fait c'est un truc pour faire des présentations JavaScript en utilisant React. Donc ici, j'ai la slide courante. Donc c'est un composant de type slide avec un composant de type titre, un composant de type layout, un éditeur de texte qui est cet éditeur de texte, etc. Donc ça veut dire que ma présentation finalement, je peux la changer comme ça directement. Et puis je peux par exemple rajouter ce que je veux vu que j'ai tout un build qui fait du hot reload. Donc je code du
Et donc normalement j'ai mon composant qui va disparaître pour laisser la place à ce merveilleux titre. Donc voilà, en React on fait des composants, on assemble des composants, on enlève des composants, on fait ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème, c'est plutôt cool. Donc maintenant on va voir comment faire entrer des données dans nos composants. Donc, la première façon en React, c'est les props, les propriétés. Donc, en gros, c'est des attributs définis à la création d'une instance d'un composant. Donc, c'est idéalement immutable. Et ce qu'on va pouvoir faire en React, c'est qu'on va pouvoir leur donner des valeurs par défaut pour que quand on réutilise le composant, il y ait des valeurs qui ne soient pas trop déconnantes. On va pouvoir valider ces propriétés afin de fournir de la documentation aux utilisateurs des composants pour qu'ils sachent qu'il faut mettre une propriété de type machin, etc. Donc, on va voir comment ça marche. Donc on va recréer notre composant hello. Donc on récupère ce truc-là, hop. On réinstancie le composant. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va dire que je vais prendre une valeur dynamique. Donc ça va être this.props.who. Donc je vais donner une valeur par défaut à ce who. Donc ici je retourne un objet qui sont les propriétés, et je vais dire que who c'est égal à world. Donc ça veut dire que si je sauvegarde maintenant, j'ai mon composant qui va afficher logiquement hello world. Mais si ici, je rajoute une propriété who, avec la valeur Mathieu par exemple, ben je vais avoir un hello Mathieu. Donc j'ai nourri mon composant avec une propriété who, qui a la valeur Mathieu, et donc qui est affichée. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors il faut savoir qu'en React, il y a une propriété qui est particulière. Elle s'appelle children. Donc à quoi ça sert children? Mais ça sert à rajouter des enfants dans un composant. Donc imaginons que je vais rajouter une liste des langages avec lesquels j'aime programmer. Donc JavaScript, du Scala, et puis pourquoi pas du TypeScript. Je sauvegarde et du coup j'ai mon composant qui va rendre ici, je lui ai dit rends-moi tous les enfants du composant dans un UL, et donc il sait ce qu'il fait. Donc du coup, avec ça, on peut vraiment fabriquer des composants assez sympas qui englobent d'autres composants, etc., etc. Et ça, c'est plutôt très cool. Donc la deuxième façon d'avoir des données dans un composant, c'est d'utiliser le state, donc l'état. Donc un composant va être potentiellement stateful, et donc il va avoir besoin d'un état pour pouvoir afficher des choses. Donc l'état d'un composant, c'est un truc qui est mutable, idéalement que par le composant lui-même. Et à chaque fois qu'on va faire muter cet état, donc en utilisant l'API setState, ça va relancer un rendering du composant qui va générer côté React un diff entre les deux versions du composant, puis un impact dans le DOM s'il y a besoin. Donc, comment ça marche ce state? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau composant, et on va faire un truc du genre un bouton +1 ou un bouton like comme sur Facebook ou Google+. Donc, ici, je rajoute mon truc, j'instancie mon composant. Et donc ici, ce qu'on va rajouter, on va dire, OK, je veux afficher le compteur de likes. Et ce truc-là, je vais aller le chercher dans le state. Donc ça veut dire qu'il faut que je définisse un state. Donc j'utilise une fonction qui s'appelle getInitialState. Et là-dedans, je renvoie un objet avec likes à 0. OK, donc j'ai un état initial avec likes à 0, ça devrait fonctionner. Donc maintenant, je vais rajouter un bouton pour pouvoir cliquer et faire +1. Donc ce bouton est très moche. Donc on va rajouter un petit peu de style. Donc ici, j'ai un objet JavaScript qui est défini ici, avec du style. Ça ressemble un petit peu à du CSS désérialisé en JSON. On pourrait voir les choses comme ça. Donc ici, j'ai un truc qui s'appelle button, qui devrait me donner un bouton un tout petit peu plus joli. Et puis, j'ai plus qu'à faire une fonction qui va se charger de muter l'état de mon composant en utilisant donc l'API setState, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui va juste en fait lire l'ancienne valeur de mon composant, enfin de mon state, du likes de mon state, et juste faire un +1 dessus. Donc rien de bien sorcier. Donc il ne reste plus qu'à rajouter un onClick sur le bouton. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Hop. Et donc maintenant mon composant devrait être, allez, voilà, il est cliquable. Donc voilà comment fonctionne le state. Dès que je fais un setState, on recalcule la vue, il y a le diff, il change la valeur du label ici, et c'est nickel. Il y a une autre façon de fournir des données à un composant, ça s'appelle le contexte. C'est en fait une manière de pouvoir donner des données depuis un
composants par an à tous ces enfants. Je ne voulais pas montrer ici parce que c'est un petit peu long à coder, donc du coup on va éviter de perdre du temps, j'en ai pas énormément. Donc le contexte, c'est un truc super puissant, c'est une API expérimentale dans React, mais qui est vraiment très prometteuse. Donc ensuite, les composants qu'on a en React, ils ont un cycle de vie. Donc potentiellement, on va pouvoir définir les fonctions suivantes dans un composant. Donc on va avoir un callback pour savoir quand le composant a été monté dans le DOM, enfin quand il va être monté, quand il a été monté, quand il va recevoir de nouvelles propriétés, donc des nouveaux attributs, quand il va être mis à jour, quand il a été mis à jour, et quand il va être enlevé du DOM. Il y a une fonction assez spéciale qui s'appelle should_component_update, je me suis trompé en l'écrivant. Donc ce should_component_update, c'est une fonction qui de base retourne false, retourne true, excusez-moi, mais vous pouvez donc l'overrider, et donc si vous décidez à un moment ou un autre que le composant n'a pas besoin d'être mis à jour, vous retournez false dans cette fonction. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de l'algorithme de diff de React, ça va dire à l'algo, non, mais ici, il n'y a rien qu'à changer, donc tu peux passer ton chemin. Et ça, d'un point de vue performance, c'est génial, parce que si vous le faites bien sur la plupart de vos composants, gratuitement, comme ça, vous allez gagner vraiment pas mal de performance dans le rendu de vos composants. Donc ça, c'est plutôt cool. Un petit exemple, donc imaginons ici que j'ai un composant qui affiche une valeur depuis son state. Donc on va rajouter un truc, getInitialState. Hop. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le composant, quand il va être monté dans le DOM, on va lancer je vais faire un setTimeout, donc pour faire une fonction DFRE, qui au bout de 2 secondes va lui lancer un setState par contre, et qui va changer la valeur de value. Donc on va utiliser date.now par exemple, pour avoir une valeur. Donc là, ça devrait fonctionner. Donc si je sauvegarde, j'ai mon composant qui va afficher normalement hello-, au bout de 2 secondes, tac, on a la nouvelle valeur qui apparaît. Donc ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir interagir avec le cycle de vie du composant. En l'occurrence ici, faire quelque chose quand le composant vient d'être monté dans le DOM. Donc c'est par exemple ici qu'on va lancer des appels Ajax. En React, on peut faire, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, de la validation de propriétés d'un composant. Donc on va pouvoir utiliser des prop types et dire que ça c'est un task, c'est de type tableau. On va pouvoir dire qu'un truc en particulier est absolument requis pour être rendu. Et tout ça, en mode dev, ça va vous générer des messages d'erreur dans la console si vous ne mettez pas les bons types à vos propriétés. C'est très très utile quand on réutilise des composants qui ont été faits par d'autres personnes. Bien évidemment, on peut faire des tests unitaires de composants React. Comme vous faites tous du test, c'est quand même plutôt sympa. Donc on va utiliser un truc qui s'appelle React Test Utils, par exemple. Donc c'est fourni avec React. Ça vous permet de rendre des composants dans un navigateur en mémoire, de récupérer des morceaux du composant, de faire des assertions sur le contenu et de simuler des événements. Par exemple des clics, des inputs clavier, etc. etc. Donc c'est pas mal, c'est un peu brut de fonderie, donc il y a d'autres trucs qui existent, typiquement un truc qui s'appelle Enzyme, fait chez Airbnb, qui est vraiment très très bien. Niveau écosystème, donc c'est fourmillant, il y en a partout, toutes les semaines, il y a plein de nouveaux trucs qui sortent pour React, etc. Dans les incontournables, on a React Router, donc pour faire des SPA. On a Redux, qui est une implémentation du pattern Flux poussée par Facebook. C'est comme ça qu'ils développent leurs applications avec React. Et c'est une implème qui me plaît bien, donc voilà, je l'ai mise là. Immutable.js pour faire des objets immutables, pour avoir des states immutables. Enzyme pour faire des tests. Radium pour faire du CSS un peu sympa. Et bien d'autres. Si vous voulez vous lancer dans React, je vous recommande fortement d'aller sur le projet GitHub qui s'appelle Awesome React, et qui est un super point de départ avec une liste de plein de projets, de plein de billets de blog, de tutos, de tout ce que vous voulez autour de React. Et ça, c'est vraiment le truc super pour démarrer. Donc, maintenant, on va rigoler un petit peu. Qui est-ce qui qui ne connaît pas Reddit? C'est bien, il n'y en a pas tant que ça. Donc Reddit, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de forum où les gens vont pouvoir aller dans un subreddit, donc, par exemple celui-là. Donc c'est le subreddit Data is Beautiful, et dedans les gens vont pouvoir poster des liens avec des images, des histoires, etc. Et d'autres gens vont pouvoir poster des commentaires et voter pour le lien qui a été posté, etc., etc. Donc ça ressemble un petit peu à un forum, quoi. Donc ce qu'on va faire,
c'est qu'on va coder un petit client Reddit avec React. Donc le client il ressemble à ça. Donc on a un nombre d'histoires non lues. Ici on a la vision de l'histoire avec les votes, et puis on a les histoires ici. Donc on voit qu'on change de style une fois qu'une histoire a été lue, etc., etc. Donc voilà, c'est une application assez basique et on va la développer. Donc on commence de rien du tout. Donc on a quelques trucs qui sont déjà écrits, mais finalement on n'a pas grand-chose. Donc je vois qu'ici j'ai un composant qui s'appelle Reddit. Donc je vais commencer par l'utiliser directement dans mon application. Donc là j'ai plus rien qui s'affiche, super. Donc qu'est-ce qui nous fait ce composant Reddit? En fait, oui, il sort juste deux divs. Donc ouais. Puis j'ai d'autres composants. J'ai la top bar. Donc la top bar c'est le truc tout en haut. On va commencer par ça. Donc on instancie la top bar et on voit ce que ça donne. Voilà, donc la top bar apparaît, il n'y a rien de très intéressant à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer un peu, on va rajouter du style. Et ici, on va mettre un message du genre you have this.props.unread stories. Ok. Donc là, ça donne un truc comme ça, sauf que de base, on n'a pas la propriété qui va bien. Donc on va rajouter une propriété par défaut. Donc unread est égal à 0 par défaut. Donc normalement, voilà, on a 0 stories d'afficher. Et puis, on va tester si notre composant marche jusqu'au bout. Si on met 999 ici, voilà, on a 999 histoires à lire. Super. Donc on a fini pour ce composant-là. On va pouvoir passer au suivant. Donc on a la sidebar. Donc c'est la liste des histoires à lire. Donc on va la mettre ici. Hop. Donc notre sidebar, qu'est-ce qu'elle a? Pour l'instant, elle a juste un titre. Et c'est là qu'on va avoir besoin de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker tout ce qu'on a besoin dans l'état du gros composant global. Donc on va avoir besoin d'une liste d'histoires à lire, on va avoir besoin d'une liste qui stocke toutes les histoires qu'on a déjà lues, et on va avoir besoin de savoir quelle est l'histoire qu'on a sélectionnée. Puis on va avoir aussi besoin de savoir quel est le subreddit, donc le topic du forum Reddit qu'on est en train de lire. Donc le subreddit, dans notre cas, on va regarder les images drôles. Donc, maintenant, il faut aller charger les données. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le cycle du VD composant, et dès qu'il est monté dans le DOM, on va aller chercher un subreddit, donc c'est un appel Ajax. J'ai déjà codé la fonction pour pas que ce soit trop chiant à regarder. Et on va aller chercher le subreddit en question. Donc, ça nous renvoie une promesse. Donc, dans cette promesse, déjà, on va récupérer la première histoire pour pouvoir la sélectionner directement. Et en fait, dans Reddit, les vraies données sont dans un objet data, et tout le reste, c'est des métadonnées du genre la pagination, etc., etc., la prochaine URL. Donc on récupère cet objet data, et là, on lance notre setState. Donc le setState, déjà, on va lui donner les stories. Ensuite, on va dire quelle est l'histoire sélectionnée, donc c'est la première. Et ensuite, on va updater le tableau d'histoire déjà lue, et vu qu'on a déjà lu la première, vu qu'on l'a sélectionnée, on rajoute son ID à l'intérieur du tableau read. Donc on sauvegarde, pour l'instant ça ne va rien faire vu qu'on ne fait rien de ces données. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement les stories à notre sidebar. Donc on va lui dire stories. Oups. On lui passe les stories qui sont dans le state. Donc c'est cool. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans notre sidebar. Donc pas grand chose pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucler sur les stories qu'on nous passe en propriété. Donc, si vous vous rappelez, on a cette histoire de data là, qui est un peu relou, donc on s'en débarrasse. Et puis, on va devoir générer du HTML par histoire à afficher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a ici un composant qui s'appelle StoryCell, qui est une cellule d'une histoire dans la liste. Donc on va utiliser ce composant, ce sera bien plus simple à utiliser comme ça. En fait, on va lui passer directement dans ses props la story qu'on veut voir. Donc je sauvegarde, et là normalement, si Internet ne me lâche pas, voilà, donc on a une liste d'histoires. Bon, pour l'instant, elles n'affichent pas ce qu'il faut, mais c'est déjà pas mal. Donc ici, dans notre StoryCell, on a juste une div, on va lui rajouter un petit peu de style. Compute cell style, donc ici j'ai un truc qui va me calculer une sorte de style dynamique pour avoir le rendu lu, non lu, sélectionné, etc.
Puis on va commencer par afficher, par exemple, le titre de l'histoire en cours. Donc 6.props.story.title, on sauvegarde, on voit ce que ça donne. Voilà, donc on a des titres. Alors ils sont en gris assez clair, ça c'est normal, mais on a les titres. Donc ce qu'on va rajouter, c'est une image qui va être le thumbnail enfin la miniature de notre histoire. Donc on va rajouter une taille à ce truc-là. Et donc ici, on a l'URL de la miniature dans ce truc-là. On voit ce que ça donne. C'est pas mal, mais on a un petit problème de style quand même. On va rajouter, le titre il est trop collé là à l'image, donc on va rajouter un style en inline, comme ça on va dire margin left, il est égal à 5 pixels, et ça devrait suffire, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là c'est cool, mais on a toujours un problème de style. Là, sur le truc, on ne sait pas si l'histoire elle est sélectionnée, etc. C'est parce qu'on ne passe pas toutes les données qui vont bien à la fonction compute_style. Donc il va falloir qu'on passe à notre sidebar quelle est l'histoire sélectionnée. Ça paraît logique. Hop, n'importe quoi. Et puis on va passer le read qui est là. Donc on va faire la même chose au composant intermédiaire sidebar, vu qu'on n'est pas directement sur le sidebar, enfin sur les story cells, on va dire. Hop. Et ici, j'ai pas besoin du read, mais j'ai besoin de savoir si l'histoire elle est non lue. Donc ça se fait plutôt simplement. Un petit index of pour savoir si l'id se trouve bien dans le read. Et si c'est pas le cas, c'est bon. Donc voilà, on a notre style. Par contre, je ne peux pas cliquer sur les histoires. Normal, on n'a rien qui fait muter notre état pour changer le selected. Donc on va faire ça tout de suite. Donc select, selected, hop. Donc on va juste faire un set state là-dedans. Donc on lui passe le selected. Et on va surtout changer la valeur de read, donc le tableau, donc parce que ça nous fait une nouvelle histoire qui est lue. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on éclate l'ancienne valeur de read, et on va rajouter l'id de selected à la fin du tableau. Donc ça, c'est une syntaxe ES6, on éclate les valeurs et on change le truc. Donc ça devrait pas être mal. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer cette fonction jusqu'à la story cell. Donc là, c'est le truc classique. Hop. Donc on repasse ici. Hop. Et puis dans notre story cell, on n'a plus qu'à faire une petite fonction genre select self qui va juste appeler la fonction qu'on lui passe en propriété sur l'histoire qu'on lui passe en propriété. Et on attache cette fonction-là sur le onClick de la cellule. Et du coup, on devrait avoir un truc qui va bien. Ça marche. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on n'a plus qu'à faire la partie viewer. Donc le viewer, c'est vraiment le truc qui va afficher l'image et les votes. Donc il est codé ici. Donc déjà, on va l'instancier. Et puis a priori, il y a de grandes chances qu'il ait besoin de l'histoire courante, l'histoire qui est sélectionnée. Donc on va utiliser this.state.selected. Donc on sauvegarde et on voit ce que ça donne. Pour l'instant, il y a juste comme d'habitude, le gars qui a fait le boulot avant, il a juste codé les titres. Donc on va dans le viewer, et puis là on se rend compte d'un truc assez intéressant. En fait, si vous vous rappelez, au tout début de l'histoire de notre composant, selected il est égal à nul. Tant qu'il n'y a pas d'histoire qui a été sélectionnée, on est sur une valeur nulle. Donc ça veut dire qu'il faut que dans le composant viewer, on gère le cas au cas où on se retrouve avec un nul. Ça va arriver au tout début de l'application, le temps que les données se chargent. Donc si le truc il est égal à nul ici, on va afficher nothing here. Et donc si je sauvegarde, on va le voir clignoter, on va voir nothing here. Enfin, s'il a envie. Voilà, nothing here et viewer. Donc maintenant, on a ça. On va pouvoir commencer à coder ce qu'on veut dans notre viewer. Donc ici, on va afficher, on va commencer par... Hop là. Comment faire des conneries? On va afficher les votes. Story.ups. Et puis pareil pour les downs. Donc voilà. Donc on devrait avoir les votes pour chaque image qu'on utilise, enfin, qu'on visualise. Donc c'est bon, on a les votes, à part downs qui est tout le temps à 0, mais on a nos votes.
Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à afficher l'image qu'on est censé avoir dans notre histoire. Donc on va récupérer la source de l'image. Donc c'est là qu'il faut un petit peu connaître l'API Reddit, sinon c'est pas rigolo. Oups, images. On prend la première et on prend sa source. Donc là, on va rajouter une image. Donc on va lui mettre un peu de style. Donc là, j'ai une fonction qui me calcule un style dynamique pour gérer le ratio, etc. Et puis, on a notre src ici qui est égal à source.url. Donc si je sauvegarde, normalement, je devrais avoir ma première image qui apparaît. Voilà, super. Je crois que là, on ne pouvait pas tomber mieux. Pourtant, j'ai essayé de filtrer le contenu, etc. Bon, super. Donc voilà, on a notre application qui fonctionne a priori. Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? On a le unread là qui ne tourne pas. Donc là, encore très simple. On va calculer le nombre de unread. Donc pour ça, j'ai une fonction qui me fait une petite soustraction. C'est plutôt pratique, parce que c'est pas simple. Et du coup, on a notre unread qui devrait maintenant se mettre à jour à chaque fois qu'on va regarder une story. Donc on va juste vérifier que notre composant marche bien. On va changer de subreddit. Et on va aller voir les images de Reddit. Et du coup, voilà, on devrait avoir des images différentes. Donc voilà, on a notre client Reddit qui fonctionne. Donc maintenant, merci. Maintenant, on va parler un petit peu de React Native. Donc React Native, qu'est-ce que c'est? En fait, dernièrement, l'équipe React, ils se sont dit, React, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on programme les UI. Et finalement, pourquoi se limiter au web? Donc en fait, ils ont splitté React en deux parties. Il y a React Core, qui est vraiment la façon de programmer des composants, et React DOM, qui sait rendre ses composants dans du DOM. Puis ils ont créé un nouveau projet qui s'appelle React Native, qui permet de rendre ces composants dans une application mobile native pour iOS, pour Android, et dernièrement pour Windows Mobile. Donc, quand on fait des applications mobiles, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On peut faire une application native, on peut faire une application type WebView, donc des applications hybrides, vraiment du pur web dans notre application, donc un navigateur dans l'application. On peut faire du compile to native, donc c'est-à-dire on code dans un langage cible et compile ça en iOS, enfin en Objective-C, en Java, etc., etc. Ou alors on peut avoir l'approche moteur.js, c'est-à-dire qu'on va piloter le thread UI de notre application native par un thread, un processus JavaScript à côté. Et c'est exactement que dans cette technique qu'utilise React Native. Donc React Native, c'est un framework qui a été créé l'année dernière pour développer des applications natives chez Facebook. Donc on écrit nos applications en JavaScript et en React, sauf qu'on ne fait pas des divs, on ne fait pas des inputs et tout, on a des composants spécifiques. Donc c'est pas du hybride, c'est pas de la transpilation, etc. C'est vraiment du scriptage de composants natifs. Donc je le répète, ou je ne l'ai peut-être pas dit, je ne sais plus, mais React Native, c'est pas du tout de la WebView, on fait du vrai natif. C'est un thread JavaScript qui utilise, enfin il y a ce qu'on appelle le bridge en React Native, qui va faire passer des messages entre le thread JS et le thread UI natif pour rendre des composants, et le thread UI natif va capter tous les événements, va les repasser au bridge, qui va les repasser au thread JS, et qui va impacter ça dans les composants React. Donc voilà comment ça marche React Native. Donc ce qui est très sympa avec React Native, c'est que finalement, on se retrouve à faire des applications natives avec une développeur expérience qui ressemble énormément à celle qu'on a quand on fait du web. Donc on peut utiliser tous les outils dont on a l'habitude, du NPM, etc., etc. On va pouvoir utiliser du hot reload, c'est-à-dire que fini la recompilation entière de l'application parce qu'on a changé le titre d'un label. On a vraiment du hot reload dans l'émulateur iOS ou Android. On a un système de bridge natif qui vous permet de créer vos propres composants natifs linkés, enfin accessibles depuis JavaScript, vos propres modules d'accès à, je sais pas, au lecteur d'empreintes digitales de votre téléphone ou ce que vous avez besoin. Du coup, c'est super cool de faire ça parce que ça veut dire que n'importe qui sait coder du React n'a pas besoin d'être un expert Objective-C ou un expert Java. Il peut coder dans votre application native sans aucun problème. Et du coup, c'est très cool. Donc, la première appli que Facebook a fait en utilisant React Native, c'était globalement un des problèmes. Ils ont des problèmes pour recruter des gens qui font du natif. Et là, finalement, n'importe qui a pu se lancer dans le code de l'application parce qu'ils faisaient ça en React. Donc, un autre truc qu'il faut juste savoir, donc oui, c'est vraiment la devise de React Native
enfin même de React, c'est on apprend React une fois et on l'utilise n'importe où. Donc que ce soit sur le web, que ce soit dans le natif, que ce soit peut-être sur le desktop un jour, pourquoi pas. Donc un truc qu'il faut savoir par contre, c'est que vous n'allez pas pouvoir écrire qu'une fois l'application. Parce que chaque plateforme a sa propre vision de comment l'UI doit être faite, etc. Donc l'idée, c'est vraiment, vous codez une version Android des vues, une version iOS des vues. Par contre, tout le code derrière, vous pouvez le mettre en commun. Et quand Facebook ont fait ça sur la première application qu'ils ont fait en React Native, ils ont mis, sans vraiment essayer, ils ont mis plus de 80% du code en commun entre l'application iOS et l'application Android. Et ça, pour le coup, c'est quand même plutôt top. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une petite démo. Donc, comme on est des gens très originaux, on va en fait coder un petit client Reddit sur iOS. Donc ici, j'ai mon émulateur iOS, puis ici, j'ai mon code React. Donc on voit que mon composant, il est assez semblable à ce qu'on ferait en React Web, sauf qu'on n'a pas de div ni rien. On a des views, on a des textes, on a des buttons, des tab bars, des machins, etc. Donc ok, pourquoi pas. Les composants ne sont pas les mêmes, mais finalement, je code de la même façon. Donc un truc qui est cool, c'est ça aussi. Donc je peux faire du reload, du hot reload dans mon application. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément bien faire en natif pur, même s'il y a eu des annonces côté Android dernièrement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une API qui s'appelle Navigator iOS pour naviguer entre les subreddits, les histoires, etc. Donc ce truc-là, on va lui donner du style. Donc j'ai un objet styles avec Navigator iOS qui traîne. Ups. Et puis, on va lui donner en fait une route initiale. En fait, ça agit un petit peu, le navigateur iOS, ça agit un petit peu comme un routeur. Donc, on va lui donner un titre à afficher. Donc, on va commencer par afficher tous les subreddits. Et puis, on va lui donner un composant à rendre. Et on va utiliser le composant Reddit qui est ici qu'on importe. Donc, je sauvegarde. Et hop, mon application me montre la première page de l'application avec all subreddit, donc le titre que j'ai marqué. Par contre, il n'y a rien qui se rend. Donc, on va aller voir dans le fichier Reddit pourquoi. Donc effectivement, il y a des to-do à faire. Donc je vois que j'ai un state avec une data source, qui est un truc qui vient d'une liste view. Donc j'imagine que c'est une source de données pour afficher une liste. Puis j'ai un loaded qui est égal à false, c'est pour savoir si je suis en train de charger les données ou si je les ai déjà chargées. Puis après, dans mon composant, je rends une liste view avec une fonction pour rendre chaque cellule et puis une fonction qui est déclenchée quand on sélectionne la cellule, etc., etc. Bon, on va commencer par rendre quelque chose dans notre page. Déjà, on va dire que si on n'a pas encore chargé les données, on va afficher une sorte de vue de chargement. Donc j'ai un composant qui s'appelle loading, qui est importé ici. Et donc dans ce loading, on va dire, on a une propriété qui s'appelle what, et donc on va lui mettre all subreddits. Je sauvegarde, et normalement, hop, voilà, j'ai mon petit composant qui apparaît, donc prêt à fonctionner. Donc on peut aller voir comment il est fait, ce composant. C'est juste des vues qui s'imbriquent avec une flexbox dans un sens, dans l'autre. On a un text loading avec une propriété what, et on a un activity indicator. Donc là, typiquement, c'est un truc qui marche que sous iOS, et il y en a un spécifique pour Android, donc il faudrait deux versions de ces composants pour pouvoir faire une version iOS et une version Android. Donc voilà, on a notre loading ici, et puis là, il n'y a plus qu'à faire le fetch des données, donc aller chercher les données sur Reddit, sur leur web service, et les afficher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par afficher tous les subreddits possibles, ce qu'on ne faisait pas dans l'autre version. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un set state, on ne va pas changer nos habitudes. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est dire que loaded, c'est bon, c'est chargé. Et ensuite, on a notre data source, il va falloir lui donner les données qu'on vient de récupérer. Donc on a notre data source ici, et on la clone. Donc ça fait partie de la façon de faire pour faire des list view en React Native, et on lui passe nos données. Donc là, je vais juste aider le truc parce que quand on fait du hot reload, il ne remonte pas le composant, donc j'ai mon fetch qui n'est jamais lancé. Donc là, je l'ai relancé à la main, enfin j'ai reloadé la vue, et du coup voilà, j'ai tous mes subreddits qui sont affichés. Bon, par contre, quand je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Donc on regarde un petit peu, on a une list view, pour chaque row, on fait render subreddit. Render subreddit, ça rend une subreddit cell qui, quand on la sélectionne, appelle la fonction select subreddit. Et select subreddit, elle est là, et elle ne fait rien. Donc il faut savoir qu'avec l'API Navigator qu'on utilise, en fait, sur les propriétés du composant qui est affiché, on a un truc qui s'appelle Navigator qui va permettre de piloter le routeur en fait, de notre application. Donc ici, je passe un nouveau titre. Donc c'est
sur notre subreddit, ça s'appelle displayName. Donc on lui passe un component, donc c'est subreddit que j'importe déjà, et on lui passe des propriétés. Donc on a displayName en fait, on va lui passer, qui est très bien. Hop, displayName, on sauvegarde. Et donc là, normalement, si je clique sur Funny, hop, voilà, je navigue dans mon application. Donc je peux revenir, je peux naviguer, etc. Donc, par contre, ça n'affiche rien. Ça doit être une liste, c'est la liste de toutes les histoires dans le subreddit. Donc ça veut dire que je vais encore avoir le même boulot à faire pour le loaded, etc. Donc on va dans le fichier subreddit qui correspond. Et puis, exactement, c'est exactement la même chose. Donc on colle notre code ici. Ici, au lieu de mettre all subreddit, on va utiliser props qu'on a seté tout à l'heure. Donc c'est le displayName. Hop. On sauvegarde, on voit ce que ça donne. Voilà, donc ça charge le subreddit funny. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le fetch de données. Donc là, j'ai une autre fonction qui est déjà importée, qui s'appelle fetch subreddit. Donc je lui passe la propriété qu'on utilise, displayName. Hop. Et puis là, c'est le même code que tout à l'heure, donc je ne vais pas m'embêter, je vais aller le copier. Dommage. Et puis voilà. Donc là encore, il faut que j'aide le hot reload parce qu'il n'est pas forcément bien. OK. Et là, on devrait avoir voilà, tous nos subreddits qui sont faits. Après, là, le code du clic, il est déjà fait. Donc ça veut dire que je peux, par exemple, me balader et regarder l'image, voir ce que ça donne. Toujours le fuck, super. Et voilà. Il y a un dernier truc que j'aimerais faire, c'est ici, j'ai la liste de toutes mes histoires, mais j'aimerais bien afficher une petite miniature à côté. Donc, comme dans l'autre composant, on voit que quand on fait la list view, pour chaque row qu'on rend, on fait un render stories qui rend une story cell. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans story cell. Et dans story cell, en fait, on va juste rajouter ici une image, donc avec un style de type styles.thumbnail. Et puis, on va lui passer une source. Donc une source, c'est quoi? C'est un objet qui a, enfin, ça peut être différent, mais là, c'est une source qu'on va aller chercher sur Internet, donc on lui passe une URI. Et donc dans cette URI, on va rajouter props.story. Vous vous rappelez, il y a cette histoire de data, et on a thumbnail. Ici, je sauvegarde, ça va reload, et hop, j'ai mes petites miniatures qui apparaissent. Et je peux utiliser mon client Reddit. Donc voilà, c'est fait pour la démo React Native. Et j'ai plus que la conclusion à faire. Donc il n'y a pas vraiment de conclusion. Utiliser React, c'est trop bien. Et voilà. Si vous voulez, je peux poser quelques questions.